Voici Friedrichshafen, dans le sud de l'Allemagne. Cette charmante bourgade, pourtant sans grande renommée, peut cependant s'enorgueillir d'être un des hauts lieux de l'histoire de l'aéronautique. C'est en effet à Friedrichshafen qu'est né le Zeppelin. Des années 20 aux années 30, Zeppelin fut le leader mondial dans les domaines de la production et de l'exploitation des dirigeables rigides qui dominèrent le transport aérien à cette époque. En se basant sur son expérience ainsi que sur de nouvelles technologies, Zeppelin se lance à nouveau dans la construction de dirigeables à usage commercial. La conception du nouveau dirigeable, encore à l'état de prototype, s'appuie largement sur la structure de l'ancien Zeppelin. Mais le nouvel appareil sera bien plus perfectionné que ses prédécesseurs. Il respectera l'environnement grâce à de nouveaux moteurs orientables et à pas variables qui amélioreront de surcroît sa vitesse et sa manœuvrabilité. La structure en fibre de carbone et alliage d'aluminium apportera plus de sécurité. La cabine de pilotage, par exemple, sera protégée des atterrissages trop violents par un airbag conséquent. De l'hélium non inflammable sera utilisé pour le décollage. Il sera également adapté à toutes les conditions de vol, y compris les plus extrêmes. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les avancées de la technologie aéronautique ont rendu les dirigeables totalement obsolètes. Mais les exigences et les nécessités de notre époque ont remis le dirigeable modernisé au goût du jour, et ce, dans des rôles très variés. En dehors du tourisme et du transport de voyageurs, le dirigeable est d'une efficacité redoutable dans le domaine de la surveillance silencieuse. Un vol silencieux à basse altitude constitue en effet une expérience unique. En 1783, les frères Montgolfier furent les premiers à vaincre la gravité et à s'élever dans les airs. Le rêve était enfin devenu réalité. Inventeurs et visionnaires de tout genre s'engagèrent sur la trace des Montgolfier. Parmi ces pionniers, on peut citer Blanchard, le premier homme à traverser la Manche, Giffard ou encore Charles. Les ballons à air chaud devinrent très vite populaires et surent démontrer leur utilité. Pendant la guerre de Sécession, par exemple, les Américains utilisèrent des ballons à des fins d'espionnage. Alberto Santos Dumont, que l'on voit ici dans un des premiers dirigeables non rigides, a été l'un des tout premiers à tirer avantage du moteur à essence de Gottlieb Daimler. Les tout nouveaux chevaliers du ciel pouvaient maintenant gouverner et propulser leurs machines. En 1897, David Schwartz inventa ce que l'on peut considérer comme le premier dirigeable rigide au monde. Il était fait uniquement d'aluminium et de ce fait très en avance sur son temps. Mais le vrai père de la structure rigide fut le comte Ferdinand von Zeppelin, un officier de cavalerie allemande à la retraite. Zeppelin avait participé à la guerre de Sécession en tant qu'observateur au sein de la Federal Balloon Company. S'appuyant sur cette expérience des ballons, il conçut l'idée du dirigeable rigide. Plusieurs ballons ou cellules de gaz formaient un plan de compartimentation similaire à celui utilisé sur les bateaux pour localiser une perte de flottabilité en cas de dommage. La structure utilisée pour réunir ces compartiments isolés consistait en une série de cadres transversaux, de poutres longitudinales et de câbles de consolidation, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Le premier Zeppelin rigide, le LZ-1, prit son envol le 2 juillet 1900. Comme le montrent ces images, un poids coulissant suspendu fournissait une aide au contrôle de l'assiette. Des milliers de curieux avaient envahi les rives du lac de Constance afin d'assister au premier décollage de ce dirigeable approchant les 127 mètres de long. Le comte von Zeppelin en personne était aux commandes. Malgré la brièveté du vol, 18 minutes seulement, le rêve de Zeppelin était enfin devenu réalité. On faisait manœuvrer les premiers Zeppelins dans des hangars flottants qui suivaient automatiquement le sens du vent. Ainsi, le chargement et le déchargement pouvaient toujours être réalisés vent de face.
Mais ces manœuvres réalisées au-dessus de plans d'eau étaient loin d'être simples. On les abandonna donc bien vite au profit de hangars construits sur la terre ferme. La conception de ces hangars, et plus particulièrement de leurs portes, représentait cependant de grandes difficultés. Le problème venait de leurs proportions gigantesques qui provoquaient des tourbillons et de puissantes rafales. Ces portes coulissantes améliorèrent quelque peu la situation. Elles s'ouvraient en glissant le long du bâtiment principal. Les portes télescopiques furent un progrès supplémentaire. Les ingénieurs avaient su habilement mettre au point une technique afin de faire glisser les portes les unes derrière les autres et ainsi empêcher la formation de bourrasques de vent. Dans les premières années, le manque de savoir-faire technique faisait que les portes ne pouvaient être recouvertes que de tissu. Le comte von Zeppelin sut s'entourer de collaborateurs talentueux, au premier rang desquels Hugo Echner, qui, en plus d'être un skipper de dirigeable renommé, joua également un rôle de premier plan dans le développement du dirigeable en Allemagne. On nommera aussi le docteur Ludwig Durr, un ingénieur à la base de plusieurs caractéristiques importantes du Zeppelin. N'oublions pas le docteur Karl Arnstein, qui prit plus tard la nationalité américaine et qui continua ses travaux sur les dirigeables aux États-Unis. Et enfin, le capitaine Ernst Lehmann, qui pilota des Zeppelin durant la Première Guerre mondiale et fut le premier skipper du célèbre Hindenburg. En 1910, Zeppelin fonda la première compagnie régulière de transport par dirigeable sous le sigle DELAG. Ces premiers dirigeables conçus pour le transport de passagers, parmi lesquels le Deutschland, le Schwaben ou encore le Victoria Louise, furent équipés de ponts-promenades, d'un restaurant et d'un aménagement intérieur très confortable. Des milliers de passagers furent ainsi transportés sur des centaines de milliers de kilomètres, et ce, sans aucune faille dans la sécurité. Le seul rival sérieux du Zeppelin fut le Schuttlanz, un dirigeable en forme de cigare dont la structure était en bois. 20 exemplaires furent assemblés. Mais dès les prémices de la Première Guerre mondiale, la production de dirigeables fut standardisée sur le modèle de Zeppelin. Tout comme les Alliés, l'Allemagne possédait des chasseurs et ses as du combat aérien. Mais le Zeppelin permit à l'empereur d'ajouter une corde à son arc. Il possédait en effet une grande autonomie. C'était là une arme nouvelle et puissante, basée sur le modèle commercial. Si l'armée de terre allemande n'eut qu'un usage limité des dirigeables rigides, la marine sut, elle, en tirer un meilleur parti. Les Alliés n'étaient pas préparés aux attaques de Zeppelin. En effet, pour la première fois, il était possible de transporter de lourdes charges de bombes sur des centaines de kilomètres par voie aérienne, et cela jusqu'au cœur du territoire ennemi. Les Alliés durent utiliser des avions pour riposter à ces attaques imprévues, mais l'autonomie et la capacité d'emport faisaient du Zeppelin une menace constante. Le temps de quelques raids sur l'Angleterre, les Allemands mirent à l'essai un ingénieux véhicule des nuages ou panier à espions. L'idée se révéla très efficace à condition, bien entendu, que la météo y mette un peu du sien. Caché dans les nuages, le Zeppelin était la plupart du temps à l'abri des regards comme des attaques. Ce système offrait une grande précision d'espionnage. L'observateur rendait compte de ses découvertes du dirigeable par téléphone. En 1915, l'empereur autorisa les raids de Zeppelin sur des bases de l'armée et de la marine britannique. Les premiers raids de 2 Zeppelin eurent lieu ce même mois, faisant 4 morts et 16 blessés parmi la population civile de la côte est de l'Angleterre. L'Angleterre ne revit les Zeppelin qu'en avril. Ils opéraient dorénavant à partir de bases situées en Belgique. D'autres dirigeables, comme celui à l'écran que l'on voit en train de survoler Varsovie, prirent pour cible la Pologne dans le cadre de la campagne allemande contre les Russes à partir du printemps et durant l'été 1915. Londres fut attaquée pour la première fois le 30 mai. Les Zeppelin firent 7 victimes ce jour-là.
Pour contrer cette offensive d'un nouveau genre, la défense s'organisa comme elle le pouvait. Quelques mitrailleuses et quelques projecteurs et la coupure de la lumière des réverbères. Mais l'efficacité de cette défense resta toute relative. Le Zeppelin démontra toute sa valeur tactique lors de la bataille de Jutland, en donnant par radio à la flotte allemande des informations sur les positions de la flotte anglaise. Ce fait historique fut d'ailleurs confirmé par un rapport officiel britannique. Les Zeppelin ont réalisé un véritable exploit en sauvant la flotte allemande durant la bataille du Jutland. Dans un effort pour contrebalancer l'effort de guerre allemand, l'amirauté britannique lança le dirigeable SS, utilisé pour repérer les sous-marins, dont nous voyons ici la préparation au décollage. Équipé d'un moteur Rolls-Royce Hawk de 75 chevaux, le SS pouvait atteindre une vitesse de 46 nœuds. Le tuyau qui surmonte l'hélice servait à canaliser l'air provenant de l'enveloppe, de manière à maintenir la pression interne. En vol, les dirigeables britanniques se révélèrent d'une manœuvrabilité surprenante. Les Anglais utilisèrent également une seconde sorte de dirigeable de reconnaissance plus grand que le précédent, le Coastal Star. Sa nacelle était basée sur un fuselage d'avion. À la fin de la guerre, ce type de dirigeable pouvait rester en l'air pendant 48 heures d'affilée. Il était équipé d'une radio et de bombes. Les Anglais possédaient également un ballon d'observation qu'il fallait faire décoller à l'aide d'un treuil. Les soldats pouvaient ainsi surveiller l'activité ennemie et diriger plus efficacement l'artillerie terrestre. Comme à l'accoutumée, le contact avec le sol était maintenu grâce au téléphone. Mais ces ballons et leurs occupants constituaient des proies rêvées pour les chasseurs ennemis qui les harcelaient de balles incendiaires. C'est pourquoi les aéronautes furent dotés de parachutes, un luxe qui ne fut pourtant jamais accordé à leurs collègues aviateurs. Les dirigeables de classe SS furent équipés par la suite de mitrailleuses et de bombes, mais l'expérience révéla qu'ils étaient bien trop instables pour attaquer efficacement une cible aussi difficile à atteindre qu'un sous-marin. Leur technique habituelle fut donc de travailler en étroite relation avec des navires de surface qu'ils pouvaient alors efficacement diriger droit sur leur cible. Les chasseurs et la défense anti-aérienne britannique surent prendre graduellement le dessus en mettant tout simplement le feu à l'hydrogène contenu dans le Zeppelin, ce qui eut pour effet de stopper virtuellement tous les raids sur l'Angleterre. Mais les Zeppelin n'en arrêtèrent pas pour autant leur mission de reconnaissance. Durant les 4 années que dura le conflit, les Allemands menèrent à bien plus de 300 raids et plus de 1000 missions de reconnaissance. En chiffres, cela correspond à 10% de vols de bombardement et pas moins de 90% des vols de reconnaissance pure. Sur les 116 dirigeables rigides utilisés durant la guerre, un tiers fut perdu à cause de défauts de conception et de manœuvres malheureuses. Un autre tiers tomba sous le feu allié, le dernier tiers, quant à lui, sortit de la guerre sans dommages. Il est surprenant d'apprendre que seuls 441 soldats et officiers allemands trouvèrent la mort sur un dirigeable en 4 années de conflit. L'une des victoires aériennes les plus mémorables pour les Alliés provint de la chute du Zeppelin LZ-37 en Belgique. La mort de von Zeppelin date de la même période, en mars 1917. La poursuite du rêve échut donc à Hugo Echner. La Grande-Bretagne n'avait commencé à étudier les applications militaires du dirigeable que très tard. Il ne pouvait donc qu'essayer de copier les créations allemandes en se basant sur de très fragmentaires informations. Mais la chance était avec les Alliés.
Ils réussirent à abattre 2 Zeppelins militaires sans trop les endommager, ce qui leur permit de les étudier de la proue à la poupe. À la fin de la guerre, les Alliés se partagèrent ce qui resta de la flotte des Zeppelins et purent poursuivre leurs études sur les dirigeables. Ainsi, les Britanniques purent, dès 1919, sortir le R-34, une copie du Zeppelin. Satisfaits du résultat, ils entreprirent immédiatement de lui faire traverser l'Atlantique. Son atterrissage à Long Island marqua la première traversée transatlantique par voie aérienne entre l'Angleterre et les États-Unis. Le R-33, réplique exacte du R-34, fut surtout utilisé à des fins expérimentales. Il fut notamment le premier dirigeable rigide à quitter le sol avec un avion et à le lâcher directement en vol. L'intérêt de la compartimentation du Zeppelin fut de nouveau confirmé, si besoin était, lorsqu'un mât d'arrimage perça la partie avant du R-33 sous l'effet d'un vent violent. Le dirigeable n'eut en effet aucun problème à rejoindre sa base en dépit d'impressionnants dégâts. En 1921, la marine américaine acheta le R-38 ou ZR-2 à la Grande-Bretagne. Il était conçu à la base pour une utilisation à haute altitude. Mais des essais à basse altitude avaient cependant été effectués pendant la conception de l'appareil, mais faisant subir à ce dernier des charges aérodynamiques bien trop importantes. L'hydrogène contenu dans le dirigeable s'enflamma et les Anglais décidèrent de prendre leur distance par rapport au modèle Zeppelin. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'amiral Moffat, le grand patron de l'aéronavale, militait en faveur du dirigeable rigide. Son ambition avouée était de faire des États-Unis la première puissance aérienne mondiale. Le premier dirigeable rigide américain fut le ZR-1 ou Shenandoah. La structure fut fabriquée dans les ateliers d'un chantier de l'aéronavale à Philadelphie et l'appareil fut assemblé dans le hangar géant de la Naval Air Station à Lakehurst dans le New Jersey. Le Shenandoah, qui date de 1923, était une version modifiée du Zeppelin L-49 abattu en France en 1916. L'importance du Shenandoah ne tenait pas tant à sa modernité, mais plutôt à son statut de premier dirigeable rigide conçu sur le sol américain. Il prit son premier envol en septembre 1923 pour un survol rapide de l'océan. Plus tard, il sillonna le pays, et ce, quelles que soient les conditions météo. L'une des qualités du Shenandoah fut sa robustesse. En janvier 1924, une rafale dépassant les 120 km/h l'arracha de son mât d'arrimage, sur lequel ne pendait plus qu'un petit morceau de sa proue. Il put cependant revenir sans difficulté, malgré ses 2 premières cellules de gaz hors d'état et en dépit du tissu arraché sur la quasi-totalité de son aileron supérieur. Le Shenandoah fut par ailleurs le premier dirigeable rigide à s'amarrer sur un mât flottant construit par la Navy. Ce mât avait été installé sur le pétrolier Patoka. Parmi ses exploits, on peut noter un voyage de près de 15 000 km autour des États-Unis à l'automne 1924, avec escale au Texas. À San Diego, en Californie, et Fort Lewis, dans l'État de Washington. Le Shenandoah fut perdu durant un orage le 3 septembre 1925 au-dessus de l'Ohio. Sa chute entraîna la mort de 14 hommes, dont le capitaine de corvette Zachary Lansdowne. La section avant flotta au gré du vent pendant plus d'1 heure avant d'atterrir sans dommage. Les 8 hommes qu'elle abritait, sous le commandement du capitaine de corvette Rosendahl, s'en sortirent indemnes. Voici la conclusion de la commission d'enquête. La destruction du dirigeable est due en grande partie à de grandes forces aérodynamiques extérieures découlant de vents violents arrivant à grande vitesse. L'enquête révéla que le fait d'avoir ôté certaines valves de sécurité pourrait être la cause d'une pression excessive d'hélium, à même de faire céder une partie de la structure. L'accident amena de grandes améliorations dans la conception des dirigeables.
Il fallait maintenant réduire la longueur et la finesse de la structure par rapport à son diamètre maximal, ce qui aurait pour effet d'accroître la solidité de l'ensemble. La nacelle de contrôle ferait dorénavant partie intégrante de la carlingue. De cette manière, elle ne pourrait en être arrachée. Les moteurs seraient eux aussi intégrés à la carlingue. Outre le gain en aérodynamisme, ils deviendraient également plus accessibles. Les dirigeables suivants, baptisés Akron et Macon, intégrèrent toutes ces modifications ainsi que quelques autres. En 1926, après son récent échec dans la conquête du pôle Nord en avion, le Norvégien Roald Amundsen, que l'on peut voir sur ces images, décida de tenter à nouveau l'expérience, mais cette fois en dirigeable. C'est un Américain, Lincoln Ellsworth, qui finança l'expédition. Le dirigeable, quant à lui, était italien. Amundsen le baptisa Norge. Le Norge était plus petit que les dirigeables de l'époque. Beaucoup de gens se demandèrent alors s'il serait à la hauteur de la dangereuse tâche qui allait lui être confiée. Le skipper de l'expédition était le colonel Umberto Nobile. Ellsworth et Amundsen furent tous deux du voyage. L'équipage était un mélange d'Italiens et de Scandinaves, et Mussolini profita bien évidemment de l'occasion à des fins de propagande. Le Norge se dirigea tout d'abord vers le Spitzberg, le point le plus septentrional de l'Europe, via l'Angleterre et la Russie. Le vrai départ eut lieu le 11 mai 1926. Le dirigeable fut immédiatement plongé dans un épais brouillard qui causa le gel de plusieurs de ses parties vitales. Le commandant, qui passa presque tout le vol sans dormir, décida donc de l'emmener au-dessus des nuages, à la lumière du soleil. Une étrange anecdote nous est parvenue de ce voyage. Au moment de lâcher les drapeaux nationaux au-dessus du pôle, les membres d'équipage se seraient chamaillés au sujet de la taille de ces drapeaux, celui de l'Italie étant largement plus grand que les autres. Cette expédition fut la première à traverser le pôle par voie aérienne. 2 jours après le départ du Spitzberg, le Norge atterrissait à Teller, Alaska. Pour combler une partie de sa dette de guerre, l'Allemagne avait dû construire un dirigeable pour les États-Unis. Ce dirigeable, le ZR-3, arriva à Lakehurst le 15 octobre 1924. Il fut baptisé Los Angeles. En janvier 1928, au large de Rhode Island, le Los Angeles atterrit sur le pont d'envol du porte-avions Saratoga. La manœuvre se révéla être un franc succès, même si le dirigeable salua son comité d'accueil en déversant sur leur tête ses ballasts. Un mois plus tard, le Los Angeles réalisa la première liaison directe entre New York et Panama City, un trajet de 3600 km parcouru en 1 jour et demi. En 1929, il réussit à accrocher un avion en plein vol. C'était un progrès révolutionnaire et qui ouvrait des opportunités extraordinaires. L'association du dirigeable et de l'avion permettait des fonctions qu'aucun des deux ne pouvait jusqu'alors réaliser seul. La vitesse et la manœuvrabilité de l'avion étaient les parfaits compléments de l'autonomie et de la grande capacité de charge du dirigeable. En 1931, le Los Angeles se servit du pétrolier Patoka comme base opératoire pour une durée de 3 semaines. Cela prouvait l'indépendance du dirigeable par rapport aux installations terrestres. Il fut absent du Lakehurst pendant 27 jours, après avoir volé plus de 22 500 km. Le Los Angeles servit d'appareil école, mais également de laboratoire volant. Son usage opérationnel resta cependant très limité, la Navy ne possédant que très peu d'hélium à cette période. Une phrase célèbre à cette époque résumait très bien la situation. La Navy a 2 dirigeables et autant de litres d'hélium.
Le Los Angeles n'en effectua pourtant pas moins de 331 vols pour un total de 4320 heures de vol. Mais ces vols furent interrompus en 1932 à cause du marasme économique qui régnait alors aux États-Unis. On continua néanmoins les expériences au sol jusqu'à son démantelage en 1939, alors qu'il était encore tout à fait capable de voler. À la même période, en Allemagne, l'industrie du dirigeable, avec Hugo Echner à sa tête, ne se laissait pas distancer par les États-Unis. Le légendaire Graf Zeppelin vit ainsi le jour en 1928. Want to send a greeting to my numerous friends and invite them to take a trip with me over the beautiful Switzerland. These are the first sound pictures made on board this giant of the skies. After a bell signal from the commander, the motors are started and we're off. Was hat, wie ist das Schiff? 1 Grad schwer. 1 Grad schwer, ja. Le Graf Zeppelin ou LZ-127 fut bien plus qu'un simple jouet pour millionnaires désœuvrés. Il allait devenir l'une des légendes du ciel. D'une longueur de 236 mètres, ce fut le plus grand appareil jamais construit. Il pouvait contenir quelques 84 000 mètres cubes d'hydrogène. You are witnessing a flight of the Graf Zeppelin in the Swiss mountains. I'm telling a story. And the mountains which you see just now passing by are the Kurfürsten, chain of mountains near the Sentis. Le Graf Zeppelin n'était pas qu'un géant. Il incarnait aussi le summum du luxe en matière de voyage aérien à cette époque. Il comprenait des cuisines, une salle à manger, ainsi que 10 cabines doubles, chacune possédant son propre hublot panoramique. Son premier grand voyage fut une traversée de l'Atlantique en vue d'une tournée de promotion aux États-Unis en 1928. Le voyage fut assez turbulent pour les passagers, parmi lesquels se trouvaient Echner, Rosenthal et Lehmann. Mais ils arrivèrent sans dommage après 111 heures de vol. L'accueil qu'ils reçurent à New York surpassa tout ce qu'ils avaient pu connaître auparavant. Mais cette épopée ne tarda pas à être éclipsée. En août 1929, le LZ-127, financé par le magnat de la presse William Hearst, se lança dans un périple autour du monde. La première étape partait de Lakehurst, dans le New Jersey, et arrivait directement à Friedrichshafen. L'itinéraire traversait ensuite l'Europe de l'Est et l'immensité du continent asiatique. L'étape de Tokyo se déroula sous les acclamations de la foule nippone. Le Graf se lança alors dans la traversée du Pacifique jusqu'à Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis. La dernière étape ramena le dirigeable sur la côte est où l'équipage put participer à une parade organisée en son honneur par la ville de New York. Le Graf Zeppelin fut retiré du service en 1937 après le tristement célèbre incendie du Hindenburg, mais aussi à cause d'une pénurie d'hélium en Allemagne. Mais le Graf avait déjà largement prouvé la viabilité commerciale des dirigeables rigides. Les chiffres de ses 9 années de vol parlent en sa faveur. Tout ceci fut réalisé sans aucune perte et même sans aucune blessure. Les R-100 et R-101 britanniques, datant de la fin des années 20,
furent conçus en partant de rien. Ils étaient censés assurer le transport de passagers entre les différents pays de l'Empire britannique. Le R100 effectua plusieurs essais concluants par gros temps, dont un voyage transatlantique aller-retour entre Londres et Montréal au mois d'août 1930. Le R101 connut un destin plus heurté. Juste après sa construction, il fut décidé de le couper en deux et de lui rajouter une section supplémentaire afin d'améliorer sa capacité d'emport. Avant d'avoir pu être sérieusement testé, on l'envoya en hâte faire une tournée de démonstration en Inde. Mais quelques jours avant son envol, on détecta des signes de détérioration et de tension dans la toile à l'avant de sa structure. On ne sait pas si ces informations furent sciemment dissimulées ou si l'on a sous-estimé le problème. Toujours est-il que le chef du ministère de l'Air, Lord Thomson, qui devait faire partie du voyage, n'en fut pas informé. Un petit test en vol fut effectué et les préparations suivirent tranquillement leur cours. Le décollage eut lieu le soir du 4 octobre 1930. Le plus grand dirigeable du monde prit son envol par un vent conséquent et entama la première étape de son voyage en direction de la France. Les conditions météo déplorables, en plus d'un moteur déjà en panne peu de temps après le départ, eurent raison du R101 qui s'écrasa sur une colline dans la campagne de Beauvais. Il explosa et prit feu immédiatement. The ship was on its way from England to India. Had 57 people on board, approximately, including the Director of Civil Aviation, Air Vice Marshal Sir Stephen Branca. Also, the Minister of Air, Lord Thompson. Out of the crew and passengers, there are exactly 7 survivors. These are engineers that must have got out of the ship as she struck the side of the hill that you're now looking at. The accident of the R101 was very funny for me when I heard the explosion. Being an Englishman, I rushed out and took my car. When I got to the car, I found one of my friends. We went straight to the field. Because when we arrived there, we found the ship going up in flames. And we rushed through the field on foot. So the first man we took was Church. He was wounded. My friend took him to the hospital. Then the second man I got was Leach, an engineer. And we found the other two, Biggs and Bell, coming out of the thing. It was rather funny sight and cruel sight. We couldn't hear anything. We went back through the ship and we tried to get in. We couldn't with the weather beating, rain, wind, and the fire. We crushed through the first engine. We found nobody. A torchlight that served us to go back and see if we couldn't find any possible human being living. We tried to find Lord Thompson first. We couldn't find anybody. We found only heaps of corpses burning. Well, Engineer Lee, I'm glad you're out of that. Also, this brave fella and this braver men I've ever seen. Hello, everybody in England. All I can say is that we shall be very glad to all get back, and we hope to be back tomorrow. And the only sad thing about it is that we can't bring everybody else with us. But we hope that our chums who are in hospital still will soon be back with us. The others, I'm afraid, are beyond. Well, after the experiences we've gone through, I think we shall all be eager to get back home again. But unfortunately, we're having to leave behind certain comrades. And we're hoping that we never have to experience such a thing again. And we're very pleased for the way we've been treated here in Beauvais and everybody we've met in round about us, who's treated us handsomely. I'm sure nobody could have been treated finer than what we have been treated in Beauvais, but as my comrades say, we shall all be glad to get back home again. En 1926, les États-Unis relancèrent leurs études sur les dirigeables dans le cadre d'un programme prévu pour une durée de 5 années. Ce programme incluait la construction de 2 dirigeables rigides de 170 000 m3 chacun.
C'est la Goodyear Zeppelin Corporation d'Akron, dans l'Ohio, qui remporta la compétition pour ce programme en 1929. Le gouvernement décida d'octroyer 8 millions de dollars pour la construction de ces deux dirigeables. Le fait de construire deux dirigeables en même temps permit de réduire considérablement les coûts d'études et de développement. Le premier dirigeable, baptisé Akron, revint à 5 358 000 dollars. Le second, le Macon, ne coûta quant à lui que 2 600 000 dollars, soit presque 2 fois moins. Ces dirigeables incluaient plusieurs innovations techniques. Le Macon et l'Akron étaient en effet dotés de 3 quilles, une grande amélioration par rapport à l'unique quille des Zeppelin. Les 8 hélices pouvaient non seulement s'inverser, mais également pivoter à 90 degrés. Ainsi, l'appareil pouvait être dirigé de toutes les manières possibles, tant horizontalement que verticalement. Le poids du carburant consommé était contrebalancé par un condensateur qui récupérait les gaz d'échappement du moteur pour les transformer en eau. Le premier vol de l'Akron eut lieu en septembre 1931. La Navy l'avait affublé du doux nom de ZRS-4. La collaboration dirigeable-avion avait déjà été testée avec le Los Angeles. L'Akron et le Macon continuèrent donc sur cette lancée. Chacun de ces dirigeables pouvait accueillir 5 avions grâce à leur arceau intégré. Les avions étaient embarqués et lâchés dans les airs grâce à un système de trapèze. Cette manœuvre devint très vite banale. Mais malheureusement, l'Akron connut un triste sort. You are now going to see one of the most tragic incidents in the history of aviation. Here is the Akron, the world's largest airship, nearing San Diego, California, to make an emergency stop. Storms have delayed her first transcontinental trip to San Francisco, and her tanks have to be replenished. As she hovers over the field, a ground crew prepares to catch the mooring cable. Attached to this cable are guy ropes with hand grips to which the sailors cling. But a high wind is blowing, and they are finding it difficult to hold on. Suddenly the gale causes the ship to lurch, and the men let go. All but 3 who are carried into the air. It is too late now to leap, for they are already several hundred feet above the ground. The top man of the 3 has managed to gain a leg hold, but the other 2 are weakening, and a sad drama of the skies is at hand. Only one is left, swinging between heaven and earth, 2,000 feet up. The crew works frantically to maneuver the big dirigible so that their comrade can be saved. A sudden jerk on the cable might send him to a similar fate. But through it all, the boy, he is only 19, holds on bravely with muscles strained to the breaking point. But by careful handling, the lucky sailor is finally hauled aboard into the safety of the cabin. It was a grand and glorious feeling to get inside once more. En un an et demi, l'Akron accumula 74 vols et passa 1700 heures dans les airs. Ces voyages l'emmenèrent sur les côtes est et ouest des États-Unis, ainsi qu'à Cuba et à Panama. Il participa également à des exercices militaires avec la flotte américaine et il effectua plusieurs vols expérimentaux. Sa carrière prit fin tragiquement. Il s'écrasa dans l'Atlantique en avril 1933. Presque tout l'équipage périt dans cet accident, y compris l'amiral Moffat. L'explication la plus probable, une manœuvre malvenue, trop près de la surface, qui aurait immergé la queue de l'appareil. La solidité de la structure fut mise en doute, mais sans qu'aucune preuve ne puisse jamais étayer ces soupçons. Pourtant, un dirigeable pouvait supporter des conditions météo bien pires que celles subies par l'Akron. La perte de ce dirigeable aurait cependant pu être évitée par l'application de nouvelles avancées technologiques. En premier lieu, des rapports météorologiques plus précis ne tardèrent pas à être communiqués aux appareils qui pouvaient ainsi contourner les zones trop turbulentes.
De plus, à l'époque de la Kron, l'altitude était calculée par le biais d'un baromètre calibré en pieds, qui n'indiquait pas forcément la véritable altitude. On sait par exemple que lorsque son altimètre indiquait 1600 pieds, la Kron était en fait à seulement 1280 pieds au-dessus de la mer. La technique moderne utilise maintenant des altimètres radiométriques d'une totale fiabilité. D'autres instruments améliorèrent encore la sécurité en vol, parmi lesquels bien entendu le radar. Le Macon était encore en construction lorsque s'est produit l'accident de la Kron. Il fut mis pourtant en service en 1933 et envoyé à Sunnyvale en Californie, dans une base qui allait bientôt porter le nom de Moffett Field. Dans les 18 mois qui suivirent, le Macon s'envola 54 fois. Il parcourut ainsi plus de 90 000 milles nautiques en 1800 heures. Il pouvait lâcher et récupérer ses avions de jour comme de nuit, et ce, quelles que soient les conditions météo, ce qui constituait en l'espèce un grand progrès technique. En 1934, durant un vol, on détecta un problème naissant dans la structure de la poupe. Les hommes effectuèrent un rafistolage de fortune, mais on décida de repousser les vraies réparations jusqu'à la fin des manœuvres de la flotte. Le 12 février 1935, après une journée de manœuvre, le Macon volait en direction de sa base. Alors que le dirigeable virait, afin d'éviter une bourrasque, l'empennage supérieur se brisa et déchira 2 compartiments de gaz à l'arrière. La perte d'hélium déséquilibra fortement l'appareil. Les moteurs continuèrent tant bien que mal à maintenir le Macon au-dessus du plafond de pression, mais l'hélium continua à s'échapper par les valves de sécurité. Le temps était compté, la fuite d'hélium était bien trop importante pour pouvoir la compenser en lâchant du lest. Le dirigeable s'enfonçait lentement dans l'océan. Le seul point positif fut la manière dont l'évacuation du Macon fut conduite. On ne déplora en effet que 2 disparus sur les 83 membres d'équipage. Rétrospectivement, la Navy se rendit compte qu'elle avait commis une erreur de jugement en repoussant les réparations structurelles au lieu de régler le problème dès son apparition. Mais les manœuvres de la flotte ne pouvaient continuer sans la participation de l'unique dirigeable américain. Aucun appareil ou navire ne peut être vraiment efficace s'il n'en existe pas plusieurs exemplaires. Cela fournit non seulement des solutions de rechange, mais cela augmente également les possibilités de développement. Bien que les États-Unis n'aient jamais possédé plus que 4 dirigeables rigides, cette nation prit néanmoins une part importante quant aux avancées techniques de ce type d'appareil. Ils améliorèrent notamment les manœuvres au sol, tant pour la technique que pour le matériel. À l'origine, ces manœuvres se faisaient uniquement par le biais d'un équipage au sol. Les Anglais furent les premiers à utiliser le mât d'ancrage, solution reprise plus tard par les Américains. Mais cette voie n'était pas si satisfaisante, car une fois ancré, le dirigeable était difficile d'accès, et surtout il devait garder ses moteurs en marche afin de maintenir sa sustentation. Même ainsi, les turbulences sont imprévisibles. Ces images montrent ce qui est arrivé au Los Angeles. Cet accident précipita le développement d'un mât raccourci. De plus, la roue arrière utilisée auparavant fut remplacée par un chariot amovible qui bloquait la poupe et l'empêchait de se soulever. Le Macon avait repris et amélioré ses méthodes européennes. Il utilisait un mât raccourci et était rentré dans son hangar à l'aide de voies. Le LZ-129, universellement connu sous le nom d'Hindenburg, entra en service en 1936. Entre le mois de mai et le mois d'octobre de cette même année, il réalisa 10 voyages transatlantiques entre Francfort et Lakehurst, ainsi que quelques voyages en Amérique du Sud. Le confort était de grande qualité. Cuisine, cabine de luxe, douche, pont-promenade, salle de lecture, salon avec piano à queue, fumoir et bar. Si l'on ajoute à tout cela l'absence de bruit et de vibration, l'Hindenburg était véritablement le parangon des dirigeables transatlantiques.
En plus des passagers et du courrier, l'Hindenburg transportait des marchandises diverses et variées, comme par exemple des canaries, des automobiles ou encore des avions. Entre mars et décembre 1936, l'Hindenburg parcourut plus de 320 000 km en accueillant 3 000 passagers et 20 tonnes de courrier et de fret. Il a assuré tous ses vols et n'a jamais fait demi-tour. Les Allemands avaient démontré là que le dirigeable rigide était un moyen de transport sûr et très confortable. Il était bien plus rapide que le paquebot, il respectait ses horaires et ses prix restaient dans la limite du raisonnable. Mais le plus important était la sécurité offerte par le dirigeable. Mais quelles étaient les raisons de la réussite des Allemands comparées aux difficultés rencontrées par les dirigeables anglais et américains? L'expérience et la continuité sont les réponses les plus évidentes. Sur 157 dirigeables qui ont vu le jour, 138 furent assemblés par des firmes allemandes. L'Angleterre en construisit 16 et les États-Unis 3. Et pourtant, ce fut l'accident de l'Hindenburg qui marqua les esprits et qui devint à tout jamais le plus grand désastre de l'histoire du dirigeable. Ever built nears the completion of her 21st Atlantic crossing, her first of this year. It was just a year ago that New Yorkers first beheld the silvery spectacle of Germany's luxury airliner Hindenburg soaring majestically past Manhattan skyline, having spanned the North Atlantic in the record-shattering time of 61.5 hours from the Tanglewood Friedrichshafen to its American port of call at Lakehurst, New Jersey. Today, with veteran Captain Ernest Lehman aboard in an advisory capacity, encountering storms and headwinds during this ill-fated voyage, the giant dirigible noses toward the Lakehurst mooring mast today, having just ridden out a brief electrical disturbance, and now that the wind has subsided, she releases ballast, preliminary to easing her vast the hands of the Navy ground crew, awaiting the landing lines by which she is gently drawn to earth. Her 50 passengers impatient, eager to arrive at a journey's end. Scarcely 300 feet above the ground now, portholes open, landing lines are thrown. Hovering so close to earth, one is impressed by her mammoth size, her great framework encasing 7 million cubic feet of highly inflammable hydrogen. Careful maneuvering by expert hands have all but warped her into the hangar. Motors are idling. All seem ship-shape with the scurrying crew below, when suddenly... slowly sank to earth and the flames have enveloped the entire structure, many of those aboard having jumped to escape cremation. Beaucoup de théories ont été avancées quant aux causes de cet accident. Eckner a d'abord cru à la thèse du sabotage. Aujourd'hui, de nouvelles études scientifiques donnent à penser que ce n'est pas tant l'hydrogène qui fut en cause, mais plutôt le procédé de durcissement de l'entoilage utilisé sur la structure externe. Eckner bâtit encore un dernier Zeppelin, mais qui fut bien vite démantelé au profit d'avions pour la Luftwaffe. Soul and human life stands at 50 dead, with many of the 50 persons pulled from the flames not expected to live. A nightmare 20 seconds. Incredible it seems that the specter of death could stalk so quickly, so completely. For here in this appalling tragedy is written the worst disaster in aviation history. À l'entrée de la Seconde Guerre mondiale, le dirigeable rigide était quasiment devenu obsolète. Néanmoins, les Allemands, comme les Alliés, utilisèrent les dirigeables non rigides de diverses manières. Ces images proviennent de la campagne africaine des nazis. Un observateur prenait place dans une nacelle attachée à un câble. Il signalait ainsi les positions ennemies, aussitôt transmises aux unités d'artillerie. En Angleterre, on se servit des ballons comme barrages aériens. Postés à des endroits stratégiques, ils servaient de boucliers contre les avions ennemis qui heurtaient les câbles en acier reliant les ballons au sol. La Navy américaine utilisa aussi des ballons d'observation sur ses navires de guerre. Les Américains les utilisèrent notamment à Pearl Harbor.
Ces observateurs volants accompagnèrent par ailleurs fréquemment les escortes de convois sur l'Atlantique afin de repérer les navires ou sous-marins ennemis. Les États-Unis se servirent également de ballons pendant la campagne du Pacifique. On en compta approximativement 160 dans les rangs de la Navy pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils reprirent du service durant la guerre de Corée, ce qui relança leur production. Mais ils ne tardèrent pas à être dépassés techniquement et de fait furent de moins en moins utilisés. Mais les ballons d'observation pouvaient encore jouer un rôle de défense important. Voici le dernier ballon construit par Goodyear pour les besoins de la Navy, le ZPG-3W. D'une taille bien plus importante que celle de ses prédécesseurs, il devait convoyer du matériel pour le tout nouveau réseau de défense américain. Il remplit cette fonction jusqu'en 1962. Depuis cette période, Goodyear continue de produire des dirigeables, en petit nombre toutefois, sur leur site de Winford Lake, près d'Akron, dans l'Ohio. On peut voir à l'image deux modèles assez anciens, le Mayflower et le Columbia. Ils remplissent diverses fonctions sur tout le territoire des États-Unis. Outre le rôle de support publicitaire, les dirigeables accueillent des caméras filmant des sports aussi variés que le football américain. Ou même les régates. Voire le golf. Ou même les 500 miles d'Indianapolis. Les spectateurs ont pris l'habitude de voir les dirigeables Goodyear survoler les stades. Encore aujourd'hui, ils continuent de tenir ce rôle sur la plus grande partie du globe. Leur stabilité, leur vitesse réduite et leur autonomie en font le support parfait pour des équipes de tournage. Ils sont aussi très utiles pour l'observation de réserves naturelles ou de forêts. En effet, leur bruit réduit n'éveille pas l'attention des animaux sauvages. Les dirigeables peuvent également servir en cas de gros incendies. Le survol de sites archéologiques ou historiques fait aussi partie de leurs attributions. Les dirigeables servent également de stations météorologiques volantes afin d'étudier le temps, la pollution de l'air, la pression atmosphérique ou encore les effets des vols supersoniques. De nos jours, on peut estimer à une grosse vingtaine le nombre de dirigeables en activité dans le monde. La plupart transportent des caméras de télévision, des touristes ou bien servent de support publicitaire. Mais de nouvelles fonctions leur ont récemment été attribuées. Ainsi, la police coréenne les a utilisés lors des Jeux olympiques de Séoul en 1988. Le ministère britannique de la Défense en a d'ailleurs acheté un à titre expérimental. Les gardes-côtes américains envisagent de s'en servir pour la surveillance des côtes de la Floride dans le cadre de la lutte contre la drogue. Mais il existe un domaine dans lequel les dirigeables pourraient être bien plus largement utilisés. Le transport de marchandises en des points éloignés, voire inaccessibles par d'autres moyens de transport. Pour l'instant, le cargo lifter n'est encore que virtuel. Mais le jour n'est pas loin où ce dirigeable de la taille d'un cuirassé décollera d'un aérodrome allemand. Ce lointain descendant des appareils du comte von Zeppelin, long de 250 mètres, pourra transporter des turbines, des containers, des générateurs ou n'importe quelle autre marchandise volumineuse, et cela sur des milliers de kilomètres. Sa capacité sera de 160 tonnes cubiques. Un voyage qui prendrait normalement 6 semaines ou plus par mer ou par route sera ainsi réduit à moins de 6 jours en cargo lifter. Et il est fort possible que nous assistions très bientôt à la renaissance de ce vaisseau des cieux, le dirigeable.